Il y a quelque chose de pire dans la vie que de n'avoir pas réussi, c'est de n'avoir pas essayé. Il ne faut pas seulement essayer une fois, 2 fois, 10 fois, mais il faut essayer encore et encore pour arriver à la réussite, pour arriver au succès. Sur ce, mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision et vous savez déjà où vous pouvez nous joindre. Eh bien, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, nous sommes avec vous. Vous n'avez qu'à liker nos pages et tout de suite, vous aurez des notifications lorsque nous diffusons. Géopolitique, Organisation des Nations Unies, et si l'Afrique claquait la porte? Nous nous interrogeons. Géopolitique, Organisation des Nations Unies, et si l'Afrique claquait la porte? Le 22 mai 2015, la mission de l'ONU pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, la MONUSCO, fêtait son anniversaire en exposant à l'Institut français de Kinshasa des photos qui retraçaient diverses actions sur le terrain. Patrouille, sécurisation, collaboration avec l'armée congolaise, échange avec la population, hommage aux casques bleus morts, etc. Être dans votre pays durant 15 ans, ce n'est pas tellement normal. Il est temps de réfléchir sur la fonction de la MONUSCO, avait déclaré alors à cette époque Martin Kobler, son chef. La réflexion bat son plein. Fin mars de la même année, alors que le combat et surtout le mandat de la MONUSCO étaient sur le point d'être renouvelés, Kinshasa avait demandé le départ de 7000 casques bleus de la mission, l'une des plus importantes au monde, avec 25 000 personnes. Finalement, le Conseil de sécurité va opter pour le retrait de 2000 soldats seulement. Allez savoir pourquoi. Que dire de la MINUSMA, de la MINUSCA et des autres qui pilulent sur le continent africain? Une question cependant, à quoi sert l'ONU? À quoi sert le Conseil de sécurité des Nations Unies? Cette organisation qui n'a jamais apporté la paix nulle part. À quoi sert son Conseil de sécurité? Et si l'Afrique sortait de cette comédie? Comédie organisée, financée et entretenue par les États-Unis et ses amis. Depuis que l'ONU existe, mesdames, messieurs, je vous pose ces questions. Vous n'avez qu'à nous écrire. Les nations sont-elles unies? Les guerres ont-elles pris fin? La famine, les conflits, et j'en passe, pilulent toujours. Et à ce bilan, tout le monde peut conclure que cette organisation, depuis sa création, n'a apporté que malheur, désolation et tristesse. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Géopolitique, Organisation des Nations Unies, et si l'Afrique claquait la porte? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole ici, on le surnomme 3 ans, le propriétaire de tous les dossiers, directeur de publication du journal Le Cactus et surtout journaliste d'investigation. Albert Anatole ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Tib Joslongos. Je dis bonjour aux millions de téléspectateurs et de téléspectatrices de Panafricanist TV. Je dis bonjour à vos techniciens qui font un travail formidable pour que nous soyons lisibles et visibles sur les différentes plateformes, n'est-ce pas, par lesquelles nous pouvons justement véhiculer notre message à la fois d'information, à la fois, n'est-ce pas, d'information, de mobilisation, de conscientisation, mais surtout alors d'information. Comme à mon habitude, je voudrais commencer par un coup de gueule. Monsieur Steve Joslongos, il se passe des choses bizarres sur le continent européen. Depuis l'opération militaire spéciale qui a été engagée par la Russie en Ukraine. Alors, dans ce contexte-là, je parle de contexte des sanctions contre la Russie. J'ai le sentiment qu'il y a un effet boomerang. C'est-à-dire, c'est le pays qui est le plus sanctionné, qui se porte le mieux du point de vue économique. Mais c'est les pays qui ont engagé les sanctions qui souffrent le plus. Tenez-vous tranquille. Depuis plus de 2 semaines, on va le pavé de ce côté-là pour justement dénoncer l'inflation et la vie chère. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole, ici encore ce matin. Vous l'oubliez également de dire à nos téléspectateurs que du côté de la France, là-bas, il y a un rationnement d'électricité désormais. Allez savoir ce qui va se cacher. C'est parce qu'ils dépendent de tout le monde, c'est pas la même chose. Géopolitique, Organisation des Nations Unies, et si l'Afrique claquait la porte? Commençons par là, Albert Anatole, ici, des voix se lèvent sur le continent africain depuis des années aujourd'hui pour demander à tous les États africains de sortir de ce machin. C'est pas moi qui le dis, c'est les Africains qui le disent. Commandons de manière très très brève. Situons-nous d'abord dans le contexte de la création de cette affaire-là qui s'appelle d'abord au départ la Société des Nations. Oui.
avant de devenir l'ONU, je crois, en 1945, oui. après la Deuxième Guerre mondiale. C'était quoi sa vocation, cette affaire-là? La vocation de la Société des Nations devenue l'ONU, c'était justement d'éviter des conflits armés entre ces différents membres. En résumé, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en 1945 ne se répète plus jamais. 1914, dans aucun pays au monde. 1945, jamais plus on entend plus parler jamais de qu'on guerre. n'entende plus jamais. Plus jamais. Vous voulez que je vous donne le nombre de guerres qui a eu lieu depuis 1945? Nous y arrivons. Alors, c'était ça la vocation de cette affaire-là. Alors, faisons donc, comme vous le dites, justement, l'inventaire des guerres qui sont le fait d'abord de l'ONU, c'est-à-dire à travers ses différents démembrements. Tout à l'heure, vous avez convoqué la MONUSCO. Oui. Nous allons convoquer la MINUSMA, tous ces machins qui sont sur le continent africain et non ailleurs. Combien de guerres ces affaires-là ont alimenté, combien de conflits armés ces affaires-là ont alimenté sur le continent africain, qui est notre continent? Ce sont des guerres et des conflits innombrables. Eh bien, innombrables, c'est tout, sauf un instrument de maintien de la paix. Parce que ça avait vocation à œuvrer pour la paix. Y a-t-il la paix dans le monde, Albert? Négatif. Pour parler comme les militaires, il n'y a pas de paix dans le monde. Bien au contraire, c'est un instrument des mondialistes pour manipuler le monde, qui est entre les mains d'une minorité qui veut contrôler le monde. C'est de ça qu'il est question. Il fallait un instrument juridique. Et c'est bien évidemment, l'instrument juridique, c'est quoi? C'est cette fameuse charte. Que Kadhafi, il avait raison, paix à son âme, avait raison de déchirer devant la tribune des Nations Unies parce que c'est tout sauf un instrument de justice. C'est tout sauf un instrument de paix. C'est tout sauf un instrument, j'allais dire, de vérité. C'est beaucoup plus un instrument criminel entre les mains des criminels internationaux. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Quand je l'ai dit, et pour revenir à votre question, est-ce qu'il n'est pas possible pour le continent africain de claquer la porte? Il est possible pour le continent africain de claquer la porte. Le continent africain, c'est bientôt 2 milliards d'habitants. 30 millions de kilomètres carrés. Mais pourquoi est-ce que Kadhafi a été assassiné? Mais parce qu'il était porteur d'un tel projet. Les États-Unis d'Afrique. Oui. Ce projet-là a été porté par Kadhafi. Le Fonds monétaire africain, c'était un projet porté par Kadhafi. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. C'est pour ça qu'ils l'ont assassiné. Je pense qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons, nous faisons le bilan, la politique de l'ONU sur le continent africain, il faut sortir de cette affaire-là. C'est un instrument des mondialistes, c'est un instrument raciste, il faut déjà le dire, parce qu'un instrument qui a vocation à jouer, je veux dire, à promouvoir les principes d'équité, à promouvoir les principes de vérité, j'allais dire, de justice, des droits de l'homme, des droits du droit international, des droits humains, mais qui fait tout le contraire? Qu'est-ce que vous foutez là-dedans? Il vous apporte des concepts creux. Droit de l'homme, nouveau droit de l'homme, droit international, et tout le tutu quanti, ce sont des concepts creux auxquels ils ne croient pas. Ils vous parlent de la démocratie, qui ne pratiquent pas. Est-ce qu'ils pratiquent la démocratie, ces gens? Ils ont en horreur la contradiction. La preuve, nous sommes censurés sur diverses plateformes. Donc, l'Afrique n'a plus sa place dans cette affaire. Ça, c'est la première raison. Oui. Ça dit qu'elle n'est plus dans le contexte. Elle a été créée pour régler les problèmes de l'Europe et non les problèmes africains. Dans le contexte de sa création, de sa mise en place. La première mission a échoué, c'est-à-dire la première mission qui avait vocation à maintenir le monde dans la paix. Cette vocation a échoué. La démocratie, c'est la deuxième mission, c'est-à-dire promouvoir l'équité et la justice. Est-ce que ce monde dans lequel nous vivons est un monde juste, qui est tenu par les superpuissances, qui narguent, qui organisent des crimes de guerre comme ça le chante, qui nourrissent, n'est-ce pas, le complexe militaro-industriel, qui commet les crimes, qui pollue l'environnement, qui organise les famines, qui organise les calamités
et qui sont capables de vous créer des cataclysmes, des catastrophes, tous azimuts. Est-ce que ce monde-là est juste? Non. Deuxième échec de l'ONU. Maintenant, en ce qui concerne les valeurs, parce qu'il parle de valeurs, des valeurs universelles, c'est quoi une valeur universelle? L'homosexualité? Les sectes pernicieuses? La pédophilie, puisque la plupart des scandales maintenant, chez eux, c'est de la pédophilie. C'est-à-dire que, quelle que soit justement la réputation ou la grandeur d'un homme politique ou d'un homme d'État, quand vous allez fouiller dans ces poubelles, vous trouvez des choses de cette nature-là. La pédophilie, l'homosexualité. C'est ça les valeurs? En tout cas, ces valeurs sont en contradiction avec les valeurs africaines. À quoi sert finalement alors l'ONU? Je vous ai dit que c'était un instrument au service des mondialistes pour contrôler le monde. Oui. Donc, c'est une institution qui a été créée par les Rothschild. Et vous savez que le site actuel, c'est même une propriété des Rothschild. Et les autres, les 13 familles. Le site actuel des Nations Unies, il faut bien. Voilà, c'est leur affaire. Et c'est financé par eux. Et par certains lobbies américains. C'est ça qui est la question. Donc, aujourd'hui, l'Afrique, c'est 1 milliard, c'est bientôt 2 milliards d'habitants, 30 millions de kilomètres carrés, et avec des ressources naturelles incommensurables, innombrables, avec une jeunesse, un continent qui est jeune, parce que 60%, j'ai envie même de dire plus, de la population africaine est jeune, des jeunes très dynamiques. Vous avez tout, mais qu'est-ce que vous partez chercher dans cette affaire? Vous créez votre espace, vous créez votre organisme pour régler vos contradictions. Il faut sortir de ça. La preuve, c'est que de tous les peuples au monde, de tous les continents au monde, il n'y a que le peuple africain qui est victime de cette affaire, n'est-ce pas, de l'ONU. Je voudrais vous convoquer quelques éléments factuels et qui sont les plus récents. Il n'y a pas très longtemps, les autorités maliennes ont saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies dans le strict respect des dispositions de la charte, n'est-ce pas, de l'ONU, oui, par rapport aux violations de l'espace aérien par l'aviation militaire française, par rapport à l'espionnage de l'État malien par la France, par rapport aux exactions commises par les militaires français, n'est-ce pas, au Mali. Ça fait bientôt un mois. Pourquoi est-ce que ça coince? Si c'était justement un organisme, une institution juste, équitable, qui promeut, n'est-ce pas, les principes de démocratie, de justice, pourquoi est-ce que la saisine engagée, initiée par les autorités maliennes est bloquée? L'Union européenne s'en est chargée pour bloquer et aujourd'hui c'est la France qui est justement la présidente de ce Conseil de sécurité, Albert Anatole, ici. Non, la question demeure. Oui. Mais deuxième chose, pourquoi est-ce que l'Europe a au moins 2 membres permanents au Conseil de sécurité avec droit de veto et le continent africain qui est le plus grand, le plus large et le plus peuplé a 0 membre permanent avec droit de veto? Ça veut dire qu'il y a un problème. En 2019, lors de la conférence portant sur la paix, je crois que c'était en France, Paul Biya, le président du Cameroun, avait demandé la réforme de cette affaire-là. Il avait demandé la réforme du Conseil de sécurité, avec au moins pour le continent africain 25 membres permanents, au moins 25. Avec 25 membres, avec au moins 2 membres avec droit de veto. Pourquoi est-ce que freine-t-on des 4 fers pour engager ces réformes-là? Paul Biya n'est pas le premier à le dire, il a été le premier à le dire. Mais avant lui, le criminel Sarkozy l'a reconnu. Oui. Que l'ONU, ça ne marche pas, l'OTAN, ça ne marche pas, l'Union européenne, ça ne marche pas, mais finalement, rien ne marche. Mais si rien ne marche, qu'est-ce qu'on va chercher dans cette affaire-là qui ne marche pas? Et qui dessert en plus nos intérêts, les intérêts africains, les intérêts des peuples opprimés. Tous les jours, partout dans le monde, notamment en Europe et en Occident, les peuples africains sont victimes de racisme, de xénophobie, de crimes. Que dit l'ONU? Dans mon continent, l'Afrique, vous avez
un marché, n'est-ce pas, de traite humain du côté de la Libye. Oui. Ça se passe au vu aussi tout le monde. Qu'est-ce que l'ONU a fait? Qu'est-ce que l'ONU a fait? Rien. Dans le contexte du Covid-19, qu'est-ce que l'OMS, qui est l'un des démembrements de l'ONU, a fait sur le continent africain? Qu'est-ce que l'UNICEF fait avec les enfants? Bien au contraire, ils sont engagés dans le trafic d'enfants. Il faut le dire. Il y a des documents qui existent. Ils sont engagés dans le trafic n'est-ce pas, d'enfants dans le monde. L'UNICEF, qui est un démembrement de l'ONU. Il faut le dire. Vous avez le PAN, Programme alimentaire mondial, oui, qui est censé nourrir les populations qui n'ont pas eu la chance d'avoir une pluviométrie normale comme chez moi au Cameroun. Quelle est la qualité des aliments qui est refourguée à ces populations-là qui en sont demanderesses? Les OGM. Ce n'est pas un crime, ça? C'est un crime. Donc, alors, je pense que l'Afrique doit sortir de l'ONU, de ces instances onusiennes-là, qui desservent le continent africain, qui desservent nos intérêts, qui promeuvent non pas l'injustice, mais qui promeuvent bien au contraire l'injustice. L'Afrique a les moyens, je parle des moyens politiques, les ressources humaines pour pouvoir créer ces instances de régulation si c'est nécessaire. Avec ce bilan peu le jeu justement des Nations Unies, que doit faire aujourd'hui le continent africain s'il en sortait justement de cette organisation? Je pense qu'il est important, Steve Zelongo, c'est une question essentielle. Oui. Nous avons une grande intelligentsia qui met son intelligence, son expertise au service des mondialistes. Pourquoi? Parce que sur le continent africain, nous avons deux problèmes. Le premier problème, c'est la qualité de l'élite politique dirigeante, oui, qui n'a pas de vision pour le continent africain. Et dès lors, quand vous avez donc un projet, quand vous avez donc une élite politique dirigeante qui n'a pas de vision, ça décourage toute initiative qui peut aller dans le sens de l'émergence de l'Afrique. Ça décourage. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ces cerveaux qui pouvaient contribuer à développer le continent africain s'évaporent, oui, pour aller développer le pays. À certains, on impose même de prendre la nationalité. Qui américaine, qui canadienne, qui française, qui allemande, qui britannique. Pourquoi? Parce qu'il est question de vider le continent africain de ses meilleurs hommes qui pourront contribuer à l'émergence et au développement de l'Afrique. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est aussi l'afro-pessimisme de certains. C'est fondamental. Vous avez des gens qui pensent que c'est les autres qui vont venir développer l'Afrique. Il faut sortir de l'afro-pessimisme. Si nos dévanciers étaient des afro-pessimistes, ils n'auraient pas sacrifié leur vie. Nous ne serons pas là à éduquer, à faire ce que nous faisons actuellement. C'est parce que nous sommes les afro-optimistes et que nous voyons les choses différemment des afro-pessimistes que nous pensons que l'avenir c'est l'Afrique, puisque les autres nous disent. Mais est-ce qu'il faut que ce soit les autres qui nous disent que l'avenir c'est l'Afrique pour que nous puissions croire que notre avenir c'est l'Afrique? Mais si les autres vous disent, et c'est documenté, c'est acté, que l'avenir c'est l'Afrique, l'avenir de l'Europe c'est l'Afrique, l'avenir de l'Occident c'est l'Afrique, mais ça veut dire, si les Africains ne le comprennent pas, ça veut dire que c'est nous qui avons un problème. Donc il faut justement que les Africains sortent de la faux pessimisme qui les caractérise, qui les habite. Il faut penser pour se convaincre qu'on peut faire bouger les lignes. Et c'est essentiel. Parce que sinon, tous les agrégés en ceci, en cela, tous les professeurs en professorat que nous avons, tous les docteurs en doctorat que nous avons, nous servent à rien. Ce n'est pas une plus-value pour le continent africain. Il faut que ces plus-values servent à quelque chose. Check and Chat Job a servi à quelque chose. C'est la raison pour laquelle je dis il a des élèves. Il y a des gens qui peuvent le citer en exemple. Oui.
Parce qu'il a laissé quelque chose à la postérité. Il faut des checks inter-jobs comme ça, à profession sur le continent africain. Il faut des checks inter-jobs sur le continent africain. C'est important. Il faut le Thomas Sankara sur le continent africain. Il faut j'ai envie de dire, d'Assimi Goïta sur le continent africain, c'est-à-dire des patriotes qui croient que, parce que l'avenir, comme l'a dit, que l'avenir, c'est les patriotes. Il a dit devant les mondialistes à Davos que l'avenir, c'est les patriotes. Il faut donc que dans chaque État africain, que nous ayons des patriotes qui défendent pas seulement leur pays, parce que si vous défendez uniquement votre espace de vie, ça veut dire que ce qui se passe à côté dans vos frontières constitue une menace. Et quand ça va exploser chez vous, ça va devenir un problème pour tout le monde. Donc, il faut que nous ayons donc des patriotes, comme c'est le cas en Centrafrique, comme c'est le cas dans mon pays, le Cameroun, comme c'est le cas du côté du Mali, comme c'est le cas du côté d'Algérie, ça il faut le dire, vous avez des patriotes de ce côté-là qui pensent que l'avenir, c'est l'Afrique, du manière générale. Pourtant, Albert Anatola, ici, jusqu'à preuve de contraire, les Nations Unies, c'est une organisation qui ne veut pas mourir. Et elle continue justement ses exactions chaque jour. On en dénombre d'ailleurs des centaines. La première chose, en ce qui concerne par exemple le continent africain, c'est l'autonomie politique, c'est l'autonomie économique pour certains États. Oui. Notamment en ce qui concerne les États de l'espace francophone. Ce n'est pas totalement le cas pour ce qui concerne les autres États, notamment les États lusophones ou bien anglo-saxons, ou bien arabophones. Donc, il faut donc cette autonomie politique, cette autonomie économique, pour sortir justement, parce que j'ai envie de dire, si vous avez de manière délibérée, libre, adhérer à une organisation, vous avez également la possibilité d'en ressortir de manière libre. Pour des raisons que vous pouvez évoquer, convoquer, motiver. Dès lors que il est établi un constat d'échec des objectifs et des missions de l'Organisation des Nations Unies, rien n'empêche aucun État d'en sortir. Rien ne peut m'empêcher de sortir de cette affaire-là. Dès lors que c'est devenu une organisation d'injustice, dès lors que c'est devenu une organisation partiale et partisane, c'est comme ça. Dès lors que c'est devenu une organisation entre les mains des criminels internationaux. Et je vous ai cité quelques exemples des démembrements, c'est-à-dire les actions de certains démembrements, n'est-ce pas, de l'ONU. L'UNICEF, on sait à quoi ça sert. L'OMS, on sait à quoi ça sert. Le PAM, on sait à quoi ça sert. L'UNIDI. Et tout, l'UNICIDA, on sait à quoi ça sert, tout ça. N'est-ce pas, toutes ces métastases, n'est-ce pas, qui ont des dénominations bizarres, presque barbares, ne nous servent à rien, ça nous dessert. La preuve, c'est qu'ils infiltrent nos organisations à la fois sous-régionales et régionales. Parce qu'ils ne veulent pas, justement, que les peuples, notamment les peuples africains, s'émancipent. Je pense donc, je vous ai cité tantôt n'est-ce pas, un contemporain qu'ils ont assassiné, qui avait justement ce projet de sortir de cette affaire-là, Muammar Kadhafi, qui avait le projet de créer les États-Unis d'Afrique. Mais depuis qu'il est parti, aucun leader africain nationalisé ou patriote n'a eu le courage de sortir ce dossier-là des tiroirs. Or, justement, il faut des gens qui osent. Il nous faut des patriotes, comme je l'ai dit. Je ne manquerai jamais, je ne cesserai jamais de convoquer l'exemple malien qui nous parle et qui doit pouvoir inspirer la jeunesse africaine pour justement la libération d'abord du peuple noir, parce que vous ne pouvez pas libérer le continent africain. Vous ne pouvez avoir la prétention de vouloir libérer les autres peuples si vous-même vous ne vous libérez pas. Parce que contrairement à ce qui est dit de l'autre côté, que l'Europe est le vieux continent, non. L'Europe n'est pas le vieux continent. C'est également ces mensonges. Peut-être ça fait l'objet d'un débat. Le vieux continent, c'est le continent africain qui est le berceau de l'humanité. Merci à vous, Albert Anatola, ici d'avoir été notre. Merci, Steve Jelongo. C'est fait un plaisir, comme d'habitude. Mesdames, Messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement sur Panafricanist TV. Restez sur notre chaîne. L'information y est en continu. Bonne journée à toutes et à tous.